Bonjour Hélène Frade, à la une de la presse ce matin, la poursuite des recherches au Venezuela. On en a parlé tout à l'heure où des dizaines de milliers de personnes sont encore portées disparues après le double séisme de mercredi dernier. Le Venezuela se sauve, tente de se sauver de ses propres mains. El País, le quotidien espagnol, évoque des opérations de secours précaires, sans moyens, alors que les autorités disent retrouver jusqu'à 20 corps chaque heure qui passe. Les sinistrés rencontrés par le quotidien français Libération dénoncent, je les cite, l'incurie d'un pays rongé par la faillite économique, les dérives autocratiques et les pressions américaines, un pays qui était déjà, selon eux, en ruine avant le séisme. Le gouvernement socialiste révolutionnaire du Venezuela a résisté au soulèvement, à l'isolement international et à la destitution de son dirigeant Nicolás Maduro par les forces américaines. Mais il est confronté aujourd'hui à son plus grand défi, la colère face à sa réponse insuffisante, raconte le Financial Times, quotidien britannique, dans une tribune publiée par le quotidien espagnol El Mundo. L'opposant vénézuélien Julio Borges Junient écrit que le séisme n'a pas causé la destruction du Venezuela, mais qu'il l'a rendu visible, que la destruction causée par le tremblement de terre a été soudaine et violente, mais que la blessure infligée à l'âme du Venezuela par le chavisme a été lente, délibérée, intentionnelle. Une âme vénézuélienne qui respire encore, selon lui, à travers la multitude des gestes de solidarité de ses concitoyens face à un gouvernement qu'il juge à la fois incompétent et illégitime. El Nacional, qui est un quotidien vénézuélien d'opposition, salue le courage, lui aussi, de ses compatriotes, aguerris à la résistance durant 27 années de destruction nationale et qui affrontent aujourd'hui des montagnes de décombres, seuls, armés de leurs seules ressources. Et en France, l'alerte canicule est terminée pour l'ensemble des départements, mais les conséquences de cette vague de chaleur sont loin d'être terminées. Oui, le Figaro indique que les premiers chiffres de Santé publique France, au moins 1000 décès de plus que d'habitude entre le 24 et le 26 juin, font redouter un très lourd bilan humain pour les semaines, les mois à venir, en particulier à Paris où les 2 funérariums sont déjà complets. Et là encore, ce sont des chiffres qui suscitent la colère. Le site d'info Mediapart dénonce la gestion verticale du gouvernement au détriment d'une approche collective. Une critique que partagent d'ailleurs, selon lui, les professionnels de santé publique qui dressent un parallèle avec la gestion calamiteuse, je cite, de la crise du Covid-19, regrettant par exemple l'absence de coordination avec le milieu associatif ou de discours politiques forts à l'intention de la jeunesse. Le pays brûle et les candidats à la présidentielle regardent ailleurs. L'Opinion, le quotidien libéral, reprend la formule de l'ancien président Jacques Chirac pour déplorer que les prétendants à l'Élysée ne semblent pas non plus, de leur côté, avoir tiré d'enseignements forts de cette crise, le débat n'ayant pas dépassé le stade de savoir s'il faut climatiser la France. Et pourtant, il y a urgence. La géographe Magali Rezazit rappelle dans l'Humanité que l'inaction climatique revient à trier ceux qui vont survivre et ceux qui mourront lors des prochaines vagues de chaleur, parce que la question n'est plus de savoir s'il y aura d'autres canicules, mais quand. D'après le Parisien, la barre symbolique des 50 degrés qui a déjà été atteinte dans d'autres pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou de certains États américains, ne semble plus inaccessible ici en France. En attendant, des canicules plus intenses, plus longues sont à prévoir. Et de la vague de chaleur au coup de chaud diplomatique après la reconnaissance hier par Israël du génocide arménien de 1915, un terme qui est toujours refuté par la Turquie. D'après Yediot Aharonot, cette reconnaissance historique met un terme à des années de prudence vis-à-vis de la Turquie, mais aussi de l'Azerbaïdjan, ce dernier pays étant présenté par le quotidien israélien comme un partenaire stratégique, frontalier de l'Iran et entretenant des liens étroits en matière d'armement avec l'État hébreu. S'agissant de la Turquie, le site américain Politico évoque un contexte de tension dont le point de rupture a été la guerre menée par Israël à Gaza, qui a fait plus de
73 000 morts palestiniens et conduit le président Erdogan à dénoncer à plusieurs reprises un génocide de la part d'Israël, commis par Israël. Des accusations qu'il a d'ailleurs répétées hier après la reconnaissance israélienne du génocide arménien en dénonçant, je le cite, une décision politique visant, selon lui, à camoufler le génocide commis à Gaza. Le président turc qui s'en prend régulièrement aux homosexuels. D'ailleurs, pendant la Pride qui a eu hier, la marche des fiertés à Istanbul, il y a eu pas moins de 50 arrestations. Frankfurter Allgemeine Zeitung précise que les autorités avaient interdit la manifestation, mais que quelques manifestants s'étaient rassemblés malgré tout. À lire aussi sur ce sujet des persécutions visant la communauté LGBTQ+, ce grand reportage du quotidien espagnol El País sur un refuge d'Abidjan en Côte d'Ivoire où des jeunes hommes fuyant la répression homophobe dans leur pays ont enfin trouvé un endroit où ils peuvent aimer sans être jugés. Et un mot pour terminer d'une grande première au Japon. Oui, Sanako Shoko Kawata, est la maire d'une petite ville de l'ouest du pays, une ville dont tous les maires ont été jusque-là des hommes. Eh bien, Shoko Kawata s'apprête à devenir maman en septembre prochain et pour bien accueillir son enfant, elle a décidé de prendre un congé maternité. A priori, rien d'extraordinaire, sauf que c'est une décision sans précédent au Japon, un pays où la culture est extrêmement patriarcale et où 96% des élus locaux sont des hommes. Sa décision racontée par le New York Times, a provoqué, j'en perds mon latin, beaucoup de colère, surtout chez des hommes, paraît-il, qui l'ont qualifié d'irresponsable et l'ont accusé de privilégier sa vie personnelle à celle de ses électeurs. D'après le journal, le congé maternité de Shoko Kawata a quand même eu un petit avantage, provoqué un débat national sur les obstacles auxquels les femmes actives au Japon restent largement confrontées. Il y a même un mot pour le désigner, ce phénomène très répandu, Mata Hara, ou harcèlement lié à la maternité. Il y a encore du chemin à faire. Oui, merci.